La collection Jean Walter et Paul Guillaume du musée de l'Orangerie est un monument du XXe siècle. Cézanne, Renoir, Rousseau, Matisse, Picasso, Derain, Modigliani, Soutine, tous rassemblés par un jeune collectionneur, Paul Guillaume, visionnaire de ce début du XXe siècle. L'histoire de cette collection est aussi liée au destin d'une femme qui en fut l'héritière et qui sut en préserver l'intégralité. Domenica fut l'épouse puis la veuve de Paul Guillaume et devint Madame Walter par un second mariage. En donnant les noms de ses deux maris à la collection, a-t-elle voulu nous faire entrer dans une histoire de l'art ou tout simplement dans sa propre histoire, l'histoire d'une modeste jeune fille qui rêvait de millions. Pour l'histoire de l'art en tout cas, nous commençons en 1910. Paul Guillaume va devenir le collectionneur emblématique de ce début de siècle. Paul Guillaume a travaillé fort jeune comme employé dans un garage d'automobile. Ce garage vendait des pneus, était donc en rapport avec des marchands de caoutchouc qui trouvaient leur caoutchouc en Afrique et qui, par la même occasion, rapportaient des objets divers comme à titre de curiosité qui se vendaient dans les magasins de curiosités des colonies. Un jour, un des fournisseurs apporte une sculpture gabonaise. Paul Guillaume demande au patron de la mettre en vitrine, espérant, ça c'est l'enthousiasme de l'adolescence, que Guillaume Apollinaire pourra passer par là et la voir. Il aurait commencé par en mettre quelques-unes dans la vitrine du garage, et de cette façon, il serait peu à peu entré dans le sujet, et avec son esprit d'entreprise, son désir d'apprendre sur le tas, mais d'apprendre, et en interrogeant à droite et à gauche, il est rapidement devenu un estimable spécialiste et surtout un marchand très actif d'art africain à Paris. Très vite, en fait, Paul Guillaume commence à faire du courtage dans les années 1912. Il est encore très jeune, puisqu'il est né en 1891. Et Guillaume Apollinaire cherche un truchement, cherche quelqu'un pour pouvoir faire du commerce d'art sans en avoir l'air. Et Paul Guillaume est l'homme de la situation, et donc il finira par s'installer en 1914 dans une petite galerie rue de Miromesnil, et c'est comme ça que l'aventure commence. Loin de l'histoire de la collection, Juliette Lacaze, qui ne s'appelle pas encore Domenica, grandit dans l'Aveyron. Adolescente, elle se rêvait un fabuleux destin. Avait-elle alors conscience qu'elle mettrait tout en œuvre pour y arriver ? Mais il faut attendre quelques années encore et laisser passer l'orage du conflit de 14-18. Paul Guillaume, lui, a eu la chance d'échapper à la mobilisation, donc il a pu, alors que tous ses confrères étaient éloignés des affaires, pour des raisons diverses et variées, il a pu, lui, faire travailler sa galerie et lancer ses collections. Dans les années 20, on est dans un contexte où la peinture du XXe s'invente. Et il y a un renouvellement fondamental de l'art et de la création à ce moment-là. Et il y a une possibilité pour les marchands d'acheter à des jeunes artistes prometteurs à des prix assez ridicules. C'était l'habitude, en tout cas pour les galeries en France, de les prendre sous contrat. Donc ils leur offraient le gîte, le couvert, et en contrepartie, ils attendaient d'avoir 10 œuvres par semaine, je dis ça tout à fait au hasard. Et là, c'était ça pouvait être extrêmement rentable, et pour Paul Guillaume, ça l'a été au centuple avec Modigliani. Le marchand du nouveau genre qu'incarne Paul Guillaume ne veut pas être simplement un commerçant qui fournit à la demande et qui sert d'intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Il veut être un acteur, ce qu'on appellerait aujourd'hui un acteur culturel à part entière,
Et à cet égard, la métaphore du pilote prend tout son sens. Paul Guillaume avait un génie, c'est que il savait faire parler de lui, des œuvres qu'il défendait. Il savait s'intéresser aux bons critiques. Justement, on parlait de la critique, mais il prend quand même l'un des meilleurs, finalement, Apollinaire, qui est un poète critique, mais qui est aussi on pourrait dire aujourd'hui un jet-setter. Il est glamour, Apollinaire, en fait. Paul Guillaume est introduit tout de suite dans les bons milieux, il sait pénétrer les bons milieux. Les bons milieux intéressent tout autant la jeune Juliette. C'est en 1919 qu'elle arrive de l'Aveyron pour conquérir la capitale. Elle rencontre Paul Guillaume, qui deviendra son Pygmalion et la baptisera Domenica. Juliette, venant de Sainte-Afrique, était arrivée à Paris chaperonnée par sa tante, en pensant bien faire son trou dans Paris. Alors elle fréquentait plutôt Montparnasse. Elle faisait des petits travaux parce qu'elle n'était pas non plus très riche. Pendant tout un temps, elle a tenu le vestiaire du Viking, je crois, d'une boîte de nuit. Et puis, bon, elle s'est fait des relations. Et puis, à un moment donné, elle a cherché également, elle s'est rapprochée de Paul Guillaume et de la galerie, pensant pouvoir se placer, elle aussi, auprès d'un homme qui était quand même dans une phase ascendante extraordinaire. En 1920, Domenica épouse Paul Guillaume dans l'église Saint-Charles de Monceau, près de la rue de Villiers où il réside modestement. Un an plus tard, ils ouvriront une galerie, beaucoup plus grande, rue La Boétie. Domenica, c'est une sorte de femme fatale qui est un impresario, si on pourrait dire, et qui permet à Paul Guillaume de s'installer au mieux dans la société. Elle a beaucoup d'entre-gens, on le voit bien, et elle va créer autour de lui des cercles et pas des lobbies, mais presque en fait. Paul Guillaume arrive vraiment, grâce à ses liens, à sa vie privée également, à s'introduire là où il faut. Il a tout de suite le génie aussi du marchand Barnes, par exemple, le collectionneur américain, dont il va faire pratiquement toute la collection. Quand Albert Barnes se passionne pour un soutine qu'il trouve, un petit pâtissier de soutine qu'il trouve dans la galerie de Paul Guillaume se dépêche lui-même d'acheter en sous-main beaucoup de soutines parce qu'il flaire l'affaire. Donc il utilise aussi, et ça c'est aussi un talent de marchand, c'est de savoir utiliser les personnes qui peuvent lui donner des pistes. Mariée à Paul Guillaume, Domenica prend part au bouillonnement de la vie artistique. Elle pose pour Derain ou encore Marie Laurencin. Paul Guillaume l'adore, ne tarit pas d'éloges pour la décrire dans des petits mots, des lettres. Domenica est une reine qui a trouvé son roi. C'était certainement des personnalités extrêmement en vue du tout Paris. On peut citer notamment toute une fête nègre qu'ils ont organisée à la Comédie des Champs-Élysées. Toutes les personnalités en vue du Paris mondain étaient là, entre les grands aristocrates, les musiciens, les théâtreux, etc., autour effectivement du couple Paul et Domenica Guillaume. Le train était assez fastueux, disons qu'il a monté en puissance quand on passe quand même d'un petit appartement, d'un petit 2 pièces cuisine au 5e ou 6e sans ascenseur à un appartement avenue Foch de 650 mètres carrés. On voit quand même monter
monter le standing. Donc, je pense qu'il n'y avait pas de domestique dans le 2 pièces cuisine. On en trouve 2 avenue de Messine, ce qui reste encore relativement modeste. Mais en revanche, avenue Foch, il y a 5 ou 6 domestiques, en comptant le maître d'hôtel, les 2 femmes de chambre, la cuisinière et le mécanicien, l'inévitable mécanicien qui devait conduire Monsieur Paul Guillaume à la salle, à l'hôtel Haut, en Hispano Suiza. Les demeures de Paul Guillaume qu'il avait peuplées avec un goût pénétrant, des œuvres d'art qu'il avait réunies, constituaient une espèce de paradis intime dans lequel il trouvait son bonheur. Mais surtout, il y a eu cette idée qui a germé progressivement, en tout cas qui est très clairement affirmée à partir de 1927, si j'ai bonne mémoire, qui est celle de constituer, à partir de cette collection privée, un musée public. Au cours d'un voyage qui la ramène des États-Unis en 1932, Domenica rencontre celui qui deviendra son second mari, Jean Walter. Personnage charismatique, architecte de renom, son esprit d'entreprise saura la séduire. Jean Walter était un architecte qui a fait des constructions tout à fait importantes à Paris, comme l'hôpital Beaujon ou l'école de médecine. Mais ça n'était pas une grande fortune au moment où ils se sont connus. C'était c'était un très bel homme, certainement très brillant. Elle était encore fort belle, elle l'a été très longtemps, et elle avait un très grand magnétisme. Et je pense, suis-je crédule, je pense qu'il a été très amoureux d'elle. Elle a été sûrement aussi attirée par l'homme, par sa forme d'intelligence et par ce qu'il était, parce qu'il commençait à être... Enfin, il était déjà un architecte tout à fait reconnu. Paul Guillaume s'est aussi beaucoup attaché à Jean Walter, il faut bien le noter, puisque Jean Walter les a recueillis à un moment donné, lorsqu'ils ont abandonné l'hôtel particulier de l'avenue de Messine, alors qu'ils avaient quand même un autre appartement, avenue du Bois, actuellement avenue Foch, mais avenue Foch, ils ne mettaient que leurs œuvres. Il y avait toutes les réserves et ils habitaient avenue Monoury dans l'appartement de Jean Walter. Paul Guillaume était complètement fauché à la fin de sa vie et était obligé de vendre les tableaux pour survivre. Elle aurait disparu, cette collection, parce qu'il aurait été obligé de les vendre si Jean ne lui avait pas donné gratuitement un appartement et des moyens de vie. Paul Guillaume avait une santé assez fragile. Il avait une crise d'appendicite aiguë. Et elle a commencé pendant 48 heures par soigner la crise d'appendicite aiguë à coups de pendule. Inutile de dire que les microbes de l'appendicite n'ont pas été très sensibles aux pendules. Et en fait, elle ne l'a emmené en clinique que quand il était déjà en état de septicémie complète, péritonite, etc. Et il n'a pas survécu. Juste après la mort de Paul Guillaume, Domenica est allée voir la directrice d'une œuvre d'adoption. Elle voulait adopter un bébé de bonne famille, elle promettait une grosse récompense. On n'est pas sûr de grand-chose, vous savez, on n'est pas sûr que la mort de Paul Guillaume n'ait pas été commandée, on n'est pas sûr... ce que l'on sait, c'est que il a essayé de... Il a voulu cet enfant.
Elle avait prétendu qu'elle était enceinte, s'était fait faire des robes où elle portait des coussins en dessous. La cuisinière qui était depuis toujours, qui avait été la cuisinière de Paul Guillaume et de Domenica, était persuadée que j'étais le fils de Domenica. Mais je suis arrivé en 1935, tout à fait au début de 1935, donc petit bébé, avenue du Maréchal Monoury. On m'a beaucoup raconté, c'était que Paul Guillaume, en fait, voulait donner sa collection au musée du Luxembourg et que Domenica n'avait pas eu tout envie de voir partir cette collection, elle voulait se la garder pour elle-même. C'était donc l'explication qu'on a toujours donnée, que s'il y avait un héritier, tout s'arrêtait. Il y a cette lettre de Paul Guillaume écrite quelques jours avant sa mort, dans laquelle il lui dit qu'il entend léguer sa collection au Louvre. Il est clair qu'il la lègue intégralement et que, et ceci est évidemment capital, il lui en laisse la jouissance sa vie durant avec la possibilité d'en vendre ce qu'elle jugera bon de vendre pour ses besoins. Voilà. À partir de là, pourquoi être allé chercher cette affaire d'adoption d'enfants alors que l'essentiel était acquis? Ça me paraît un détour bien compliqué. Domenica était calculatrice, mais elle était aussi improvisatrice. Est-ce que dans les conseils qu'elle a reçus, est-ce que dans les avis qu'elle a mis bout à bout, il lui a été démontré à un moment que pour assurer la pérennité de son héritage, elle aurait intérêt à adopter un enfant? Je n'en sais rien. Sur toutes ces questions. C'est vrai qu'il y a lieu d'être étonné et intrigué, mais je n'ai aucune garantie. J'ai toujours eu l'impression d'être élevé par une nurse, comme ça. Je venais dire bonsoir bien poliment, et puis voilà. Et il y avait en permanence à la maison un maître d'hôtel, un chauffeur, une cuisinière, une femme de chambre, une femme de ménage qui venait de temps en temps pour donner un coup de main. Bon, c'était une maisonnée qui était relativement importante. Je peux vous dire une chose, j'étais plus heureux pensionnaire que quand il fallait que je sois à la maison. Ce qui n'empêche qu'il y avait des moments absolument extraordinaires, quand même les vacances, les voyages avec Jean Walter, se retrouver le week-end dans la maison de Dordive, dans le Gâtinais, à suivre Jean Walter quand il allait attraper des truites pour le déjeuner. Enfin bon, il y avait quand même... J'étais toujours fourré avec Jean Walter chaque fois que je pouvais. Si j'étais pas près de lui, j'étais assis dans un coin en train de lire. Mais j'étais jamais avec elle. Très souvent, elle me répétait la chance que j'avais d'avoir une mère comme elle et un homme comme Jean Walter pour s'occuper de moi. Jusqu'au jour où elle m'a annoncé qu'après tout, je n'étais qu'un enfant adopté et je devais avoir de 12-13 ans. Ça a été une sacrée surprise. Bon, elle a sorti ça sous le coup de la colère parce qu'effectivement, j'avais dû encore être renvoyé 8 jours ou un truc comme ça du lycée où j'étais, et elle a explosé. Et elle m'a annoncé ça d'une façon extrêmement brutale. Et le soir, quand Jean Walter est rentré du bureau et qu'il a appris la chose, j'ai pu entendre au fond de l'appartement une altercation assez vive de Jean Walter vis-à-vis de Domenica. L'adoption a eu lieu en 1941, juste avant le mariage de Domenica avec Jean Walter. Doit-on penser que c'était une condition imposée par Jean Walter pour que ce mariage ait lieu? Pour Domenica, épouser Jean Walter, c'est prendre le chemin de la fortune. Propriétaire d'un modeste gisement de minerais au Maroc, acquis en 1925, il en découvre le potentiel en 1940. Un projet gigantesque d'exploitation se met alors en place.
Je ne sais pas exactement en quelle année, je crois que c'est un avocat ou je sais pas, ou quelqu'un qui devait de l'argent à mon grand-père et qui l'a payé en lui donnant le titre minier d'exploitation au Maroc. Mon grand-père est allé voir, a trouvé qu'il y avait, est allé voir en se promenant pour son plaisir, a trouvé beaucoup plus de plomb qu'il ne le pensait. C'est donc une équipe de géologues et d'ingénieurs des mines dirigée par mon père qui s'est aperçu que c'était une mine extraordinairement riche. Donc s'est posé la question, à ce moment-là, mon père a posé la question à Jean Walter, en lui disant, écoutez, il y a deux façons d'exploiter la mine. Soit on l'exploite en mère de famille, ou en père de famille, plutôt, en exploitant chaque filon l'un après l'autre, sagement et gentiment. Soit on fait main basse dessus, on enlève en 15-20 ans le cœur de la mine, on se fiche du reste, et on exploite à fond en 15-20 ans. Et c'est ce qu'a décidé Jean Walter. Après la Seconde Guerre mondiale, les besoins en matières premières ainsi que leurs prix ont augmenté considérablement. Zelidja tourna à plein. Dans ce contexte, Domenica mène la grande vie et peut continuer à faire vivre la collection. Elle devient multimillionnaire et là, elle rachète, mais dans les années 50. Et effectivement, le goût de Domenica est infiniment plus classique, mais elle achète quand même des Cézanne de première importance, comme le Rocher Rouge ou Pommes et Biscuits, ce qui sont deux tableaux absolument magnifiques. Elle l'a acheté sous le nez de l'armateur grec Niarchos, qui était aussi un grand collectionneur. Et elle aurait dit, d'après maître Maurice Reims, qui l'interrogeait sur cet achat extrêmement coûteux, c'était la perle qui manquait à mon collier. Mais, très finement, Maurice Reims ajoute, mais elle faisait une excellente affaire. En achetant si cher ce tableau, elle valorise par là même sa collection. Dans ce village poussiéreux, désertique, je revois encore Domenica Walter, qui était une femme, quel âge avait-elle à l'époque? Elle devait avoir 45 ans, 50 ans, quelque chose comme ça. Qui était la reine des élégances à Paris. Et je la revois encore dans ces rues, moi, petite fille, toute noiraude, extrêmement élégante, ayant l'air de sortir de ce que je ne connaissais pas, qui était un magazine de mode, avec d'énormes chapeaux, des lunettes noires et des talons hauts. Autant dire que ça jurait énormément. Quand Domenica venait à Zelidja, il faut reconnaître qu'elle draguait tous les très jeunes et beaux ingénieurs des mines qui étaient là. Mais ils avaient tous une femme. Et toutes les femmes détestaient Domenica. Parce que précisément, elle draguait, puis en plus elle avait un charme extraordinaire, elle était très belle. Donc c'était pas complètement à tort qu'elle craignait de la venue de Domenica. Et ma mère racontait toujours que quand Domenica venait chez nous, elle s'asseyait toujours tout à fait les fesses posées en bordure du divan ou du fauteuil, bien un peu couchée en arrière, un peu à l'odalisque, mon père étant assis juste en face d'elle, et qu'elle prenait ses jupes, et qu'elle les soulevait comme ça jusqu'à la tête. Oh, ce qui fait chaud, ça fait du bien de s'aérer. Sous les yeux un peu médusés de mon père, et absolument furieux de ma mère. Telle était Domenica Walter. Jean Walter était vraiment l'homme qui s'occupait de moi. C'était lui qui me faisait des dessins, c'est lui qui m'apprenait des choses, c'est lui qui m'avait donné accès à la bibliothèque. Ma mère était peut-être un peu plus lointaine. Enfin bon, elle m'emmenait partout. Quand je rentrais, si je venais le jeudi après-midi, j'étais obligé de l'accompagner à ses essayages dans les maisons de couture. J'avais quelquefois un petit peu l'impression que qu'elle me promenait comme ça, pour m'occuper.
toujours un voyage, Jean Walter et moi, qui durait 15 jours, 3 semaines, où on partait tous les deux sur les routes d'Europe et où il me montrait en fait, que ce soit les musées, les cathédrales, enfin bon, c'est lui qui a fait vraiment mon éducation. Et pendant ce temps-là, Domenica partait en cure, que ce soit Vichy, Bride-les-Bains ou je ne sais trop où. Enfin. Elle n'était jamais seule. Il y avait toujours un chevalier servant dans le coin. Je me suis laissé dire très souvent par des quantités de gens qu'il avait montré plus d'affection et plus de patience avec moi qu'avec ses propres enfants. Et je n'oublierai jamais que quand j'ai quitté Bayonne, où j'étais stationné pour la préparation pour le départ à l'Algérie, quand il a su que je partais dans les jours suivants pour partir pour l'Algérie, il est descendu passer 2-3 jours avec moi à Biarritz, et il m'a même accompagné jusqu'à Port-Vendre quand j'ai pris le bateau avec les hommes de ma section où je partais pour l'Algérie. Il était là. Et c'est là où je l'ai vu pour la dernière fois. Au début des années 50, Domenica s'était attaché les services d'un jeune homéopathe, le docteur Lacour, qui était également son amant. Elle avait su l'imposer à Jean Walter comme elle imposa Jean Walter à Paul Guillaume 15 années plus tôt. Le docteur Lacour s'immisçait dans la vie du couple, y compris jusque dans leur retraite à la campagne, à Dordives, où ils possédaient une maison. Le 10 juin 1957, à la fin d'un déjeuner avec Domenica et l'encombrant docteur, Jean Walter alla chercher son journal, à son habitude, de l'autre côté de la Nationale 7, et fut surpris par une voiture qui doublait en 3e ligne. Je pense que la 2 chevaux qu'il a renversée à Dordives, ça a été réellement un accident. Alors ensuite, on a dit qu'il était vivant quand il a été emmené par l'ambulance pour aller à l'hôpital, avec le docteur Lacour, et puis il est arrivé à l'hôpital étant mort. Enfin bon, personne ne sait ce qui s'est passé. Il y a eu des vagues bruits à l'époque, en tout cas. On a beaucoup dit que la voiture en question avait été commandée. On a dit que c'était Domenica Walter. On a dit aussi que donc elle était avec le docteur Lacour et qu'ils avaient une petite voiture genre de chevaux. Le docteur Lacour avait une petite voiture genre de chevaux. Et la police ou les pompiers, je ne sais pas qui venait à ce moment-là pour l'accident où Jean Walter était au bord de la route. Il n'était absolument pas mort sur le champ. Et ils ont voulu faire venir une ambulance pour l'emmener à l'hôpital de Montargis. Et c'est Domenica et le docteur Lacour qui ont dit « On l'emmène en voiture nous-mêmes, ça ira plus vite. » Le docteur Lacour est médecin, il va s'en occuper. Jean Walter était vivant quand il est monté dans la voiture, et il était mort quand il est arrivé à l'hôpital de Montargis. Ce qui s'est passé dans la voiture, personne ne le sait. Et que peu de choses faisaient reculer l'équipe Lacour, Guillaume, Lacour, Lacaze, etc. à cette époque-là. La mort de Jean Walter fait de Domenica l'héritière d'une fortune colossale. Jean Lacaze, son frère, dirige la société des mines de Zelidja. Quant au docteur Lacour, il s'occupe des bourses Zelidja, l'œuvre fondée par Jean Walter, destinée à soutenir les jeunes dans des projets de voyage. Entourée de ses pièces majeures, Domenica est la reine de l'échiquier. Une reine qui décide de tout, contrôle tout. Sa stratégie mise en place souffre pourtant de la présence de l'héritier, Polo, le fils encombrant. J'ai quitté l'Algérie en 1957 et je suis rentré à Paris. Et comme Jean Walter était mort, il est bien évident que je n'allais pas rentrer chez Domenica, puisque j'en étais parti quand j'avais l'âge de 18 ans. J'ai été gentiment accueilli par Jacques Walter, qui pour m'aider à démarrer dans la vie civile, m'avait offert une chambre et j'avais passé un espèce de petit concours de steward et j'ai commencé donc un stage de steward à Air France. Je sors de mon stage de formation à Air France,
Il y avait un autocar qui nous emmenait d'Orly jusqu'à la porte d'Italie. Je sors de l'autocar et je suis abordé par un monsieur qui me dit « Je suis le commandant Rayon » et qui me dit « Vous connaissez monsieur Untel, monsieur Untel ». Bon. Le commandant Rayon me dit, donc m'annonce qu'il est mandaté par monsieur Lacour pour me faire disparaître. Alors bon, c'est quand même une sacrée surprise. 5 colonnes à la une vous présentent aujourd'hui pour la première fois à la télévision l'affaire Lacaze, Lacour, Guillaume. Est-ce que Jean-Pierre Guillaume a eu du mal à croire l'histoire que vous l'avez racontée la première fois que vous avez pris contact avec lui? Jean-Pierre Guillaume, oui, a sursauté à l'idée que l'on puisse comme ça lui en vouloir et en vouloir à sa vie. Car, me disait-il, moi je suis parti de chez moi à l'âge de 17 ans, ne voulait plus de moi, je me suis élevé à la force du poignet, j'ai passé mes examens, je viens de finir mon service militaire, j'ai fini sous-lieutenant, qu'est-ce qu'il faut faire dans la vie pour avoir la paix? Je me fous pas mal de leurs milliards, ce qui m'intéresse c'est de finir mon stage de steward Air France, un point c'est tout. Le docteur Lacour devait faire cette démarche et je crois que Domenica était peut-être pas l'instigatrice, mais enfin elle devait plus ou moins être au courant, ce n'était pas possible autrement. Le docteur Lacour soignait Domenica Walter essentiellement parce qu'elle avait énormément de rhumatisme et d'arthrose. Très jeune, elle a eu de l'arthrose. Et elle avait en particulier de l'arthrose des mains. Elle avait les mains complètement déformées. Lacour, nettement, tenait soigner Domenica, devait la droguer en prime. Après avoir tout raconté à Polo, le commandant Rayon lui fait part de son projet de riposte. Il racontera au docteur Lacour qu'il a mené à bien sa mission, cachera Polo à l'hôtel Lancaster et empochera la totalité de la somme promise. Alors seulement il ira déposer une plainte auprès des autorités. Un procès pour tentative d'assassinat s'ouvre en janvier 1958 et se déroule en toute discrétion. Or, considérant qu'il n'y a pas eu de commencement d'exécution de l'acte, le juge conclut à un non-lieu, le docteur Lacour échappe à une condamnation et le dossier est classé. Malheureusement, en 1959, je rencontre une fille à la Belle-Ferronnière en bas de Paris Match où j'étais donc, j'essayais de percer. J'ai une aventure avec la fille qui se révèle en fait être une call girl alors qu'elle me disait qu'elle était coiffeuse. Moi, je vois pas plus loin que le bout de mon nez, simplement c'était une jolie fille avec laquelle j'avais une aventure. Et elle flaire la bonne affaire. Et je ne sais pas trop pourquoi, se débrouille pour savoir que j'ai été impliqué dans une affaire avant, lui raconte son avocat qui avait été aussi en relation avec moi, et elle flaire la bonne affaire et elle va trouver Jean Lacaze, le frère de Domenica. Et là, il se monte une espèce d'affaire complètement délirante où on essaye de me faire passer pour un proxénète. Et où elle est soi-disant, elle va toucher de l'argent si elle me dénonce comme proxénète. La seconde affaire met en cause principalement Jean Lacaze, le frère de Domenica. Une condamnation pour proxénétisme pourrait être un motif de révocation de l'adoption et donc de tous les droits qui en découlent, à commencer par le droit à l'héritage. On réactive l'affaire auprès du juge Batigne. Je suis blanchi du délit de proxénétisme, mais ça relance l'affaire. Jean Lacaze se retrouve plus ou moins en prison et on se réintéresse au docteur Lacour et ça commence à donner de la crédibilité au dire de M. Camille Rayon. Et
Et là, l'affaire démarre vraiment plein pot dans les journaux. À Paris, une affaire judiciaire, celle-là, l'affaire Lacaze. Le juge Batigne informe sur cet imbroglio où se mêlent l'appel au crime, la subornation de témoins et des paquets de milliards. Caméra aux aguets, reporters aux écoutes, témoins de toutes sortes dont le commandant Rayon est l'un des plus voyants. Au centre, les mines de plomb Tentative d'assassinat sur le fils adoptif de Madame Paul Guillaume, veuve Paul Guillaume. Finalement, bon, Dieu merci pour lui, d'ailleurs, ce monsieur est toujours bien vivant. Et à ma connaissance, Madame Paul Guillaume n'a jamais été inquiétée. C'est le docteur Lacour qui a été... qui a été emprisonné pendant, je crois, 8 mois, mais Madame Paul Guillaume n'a jamais été inquiétée dans cette histoire, elle a toujours été maintenue en dehors. Qu'est-ce que vous avez pensé le jour où vous avez appris que le docteur Lacour était arrêté? Eh bien, j'ai pensé que, en ce qui le concerne, n'étant qu'un mandataire, il payait avant d'autres qui, à mon avis, sont autant responsables que lui, si pas plus. Quand l'affaire avait été exposée en 1959, j'ai eu des quantités de témoignages de gens qui m'ont... il y avait des ex-vendeuses de ma mère qui confirmaient le fait qu'elle prétendait être enceinte. C'était la secrétaire de Jean Walter qui me dira à moi et même à la police le soir même de la mort de Jean Walter, Dominica et le docteur Lacour avait ouvert le coffre et brûlé des papiers. Enfin, on ne retrouvait pas de testament. Il y avait quand même des choses extrêmement bizarres qui se passaient à chaque fois. A-t-elle tenté de faire assassiner son fils? Je n'en sais rien, et aucun dossier, aucun document ne permet de l'attester. C'est, semble-t-il, la conviction de Polo, mais elle ne s'accompagne pas de preuves. En était-elle capable? Je le crois. Elle était suffisamment romanesque et en même temps dépourvue se situant au-dessus de la moralité pour être capable d'entreprises de cet ordre. En même temps, si tel a été le cas, ça a été fait par des pieds nickelés. L'amateurisme de l'entreprise prête à rire. Si ces gens-là avaient vraiment voulu me supprimer, comme c'était dit, ils pouvaient le faire en Algérie facilement, sans problème, avec justification, si l'on peut dire, puisque j'étais un officier parachutiste. On pouvait toujours mettre ça sur le compte d'un FLN quelconque. Qu'elle n'avait aucune espèce de morale. Là je gagne, là je perds, mais la morale, elle n'a même pas d'idée. Elle savait que le mot existait, mais comme elle savait que les mathématiques existaient. Quelque chose de totalement étranger, dont il fallait bien qu'elle parle de temps en temps. Elle essayait de ne pas dire de bêtises en écoutant ce que les autres en disaient. Mais elle ne savait pas ce que c'était. Elle n'était pas immorale, elle était comme un homme politique d'aujourd'hui, amoral. Depuis quelque temps déjà, Domenica a engagé des négociations avec l'administration pour définir les modalités de la constitution du musée qui accueillera la collection. C'est au cœur du scandale, en 1959, que sont signés les premiers accords de la donation-vente. Domenica concrétise ainsi les vœux de son premier mari, Paul Guillaume. Je trouve ça pas mal du tout, moi, que le public puisse voir une collection qui a quand même une certaine valeur, bon, plutôt que ce soit enfermé dans des coffres ou dans des appartements. Mais enfin, quand l'État français, par la Société des Amis du Louvre, acquiert pour une somme qui paraissait relativement dérisoire une collection comme ça, même si elle en garde l'usufruit jusqu'à sa mort, on peut commencer à avoir des doutes. Alors est-ce que c'est la suite d'arrangements parce qu'elle était plus ou moins
mêlé à cette affaire dans laquelle un docteur Lacour a quand même fait de la prison, ou son frère Jean Lacaze a fait de la prison. S'il y a eu intervention des pouvoirs publics auprès de la justice, ce que j'ignore, mais qu'après tout, qui m'étonnerait, mais que je ne peux pas exclure, c'est des choses qui se voient, ça n'est pas, en tout cas pas nécessairement lié au déroulement de l'opération Musée de l'Orangerie. Je me contenterai de regarder assez exactement les dates. Les notes du directeur des musées de France de l'époque indiquent très clairement que les négociations entre Domenica et l'administration des musées en vue de l'entrée de la collection au Louvre étaient largement engagées au cours de l'année 1957. Or, la plainte de Polo pour tentative d'assassinat se situe en janvier 1958. C'est donc postérieur. Toutes les tractations ont continué absolument comme si de rien n'était, et elle a posé ses conditions. Et je veux dire, l'État a donné de l'argent, et Madame Walter Guillaume a quand même conservé l'usufruit de sa collection jusqu'à sa mort. Donc, je veux dire, elle a été finalement tout à fait gagnante dans cette affaire. Domenica n'est pas la seule à être gagnante. L'affaire se conclut en 1961 sur un non-lieu pour les principaux accusés. L'affaire disparaît de la scène publique et la vie reprend son cours. Je l'ai rencontrée plusieurs fois dans son appartement et elle avait là un immense appartement qui était un véritable musée, en particulier une collection de Renoir époustouflante. Et puis, je dirais que ce qui était le plus passionnant, c'était elle. C'était un personnage qui faisait un peu peur d'ailleurs. Hein, et elle avait un âge certain quand je l'ai rencontrée, mais elle faisait, je ne sais plus quel âge elle avait, 60, 70, je ne sais plus, mais elle faisait du charme. C'était sympathique, c'était assez admirable, je dois dire. Je la considérais comme bizarre. C'était une femme extraordinaire au sens étymologique. Elle n'était pas très intelligente. Elle était d'une beauté modérée. Pas trouvé qu'elle était très belle. Enfin bon, j'avais 17 ans à l'époque. Mais elle avait une capacité de séduction d'hommes de très haut niveau tout à fait étonnante, que je ne me suis jamais expliquée. Albert Sarraut, qui a été Premier ministre, Edgar Faure, enfin, ils ont tous mis dans sa poche. Par je ne sais pas comment elle faisait, une combinaison de snobisme, d'assurance. C'est une femme qui a dû être malheureuse toute sa vie, qui a dû mépriser les hommes d'une façon incroyable, mais qui avait une soif de pouvoir énorme, et qui croyait qu'elle pouvait faire n'importe quoi, que tout lui était permis. C'était une femme du monde, ayant assurément de l'allure, de fort beau manteau. Elle parlait avec autorité, voilà. J'ai eu l'occasion de voir Domenica. Mais vous savez, j'étais un jeune assistant de la conservatrice de l'Orangerie en 1966. C'était le moment où la collection Walter Guillaume a été exposée pendant quelques mois après son acquisition, avant de retourner, conformément à l'usufruit, chez Domenica jusqu'à sa mort. La venue de la collection, son achat par l'État est une chose remarquable, une réussite du côté des musées. C'est aussi une grande chose pour le public. Alors, pour le grand public, je crois que c'est très important que ces œuvres soient en France, soient présentées dans un musée. Je
je pense, une reconnaissance finalement du génie premier de Paul Guillaume aussi. C'est un hommage qui lui est rendu en quelque sorte, avec également l'enrichissement par la suite par Domenica et Jean Walter. Dans cette espèce de sceau qu'elle avait fait placer à l'entrée de l'orangerie, elle a voulu associer les deux noms, comme elle l'a fait dans l'intitulé de la collection. Et en tout cas, le pluriel du verbe laisserait entendre que la collection aurait été constituée par les deux hommes, Paul et Jean. En réalité, elle a été constituée par Paul seul. Jean Walter n'est pour rien dans la constitution de la collection. Il n'est pas hérité de Paul Guillaume, il n'est pas intervenu dans l'activité de collectionneur de sa femme. Et c'est donc par un calcul personnel de Domenica que les deux noms se sont trouvés associés. Alors pourquoi ? Là, je ne peux émettre que des hypothèses, car il n'y a aucun document qui nous renseigne clairement sur les vues de Domenica. Une première explication, c'est que par amour pour son second mari, elle a voulu associer son nom. Une explication moins désintéressée, c'est qu'en associant ces deux maris, elle se mettait indirectement en scène elle-même et que le musée devenait une sorte de monument de sa propre vie. Alors, il peut y avoir encore d'autres questions qui tiennent à la situation de tension dans laquelle elle était avec son fils adoptif et donc héritier désigné. Et peut-être a-t-elle voulu suggérer de cette façon, contrairement à la réalité, que la collection ne provenait pas en totalité de Paul Guillaume et que par conséquent, son fils ne pouvait pas présenter de prétention sur la totalité de la collection. Les dessins troubles de Domenica participent plus que jamais au mystère qui dirige sa vie. Elle est une intrigante qui sut traverser le siècle sur les chevaux de la gloire et de la fortune. Rien ne semble lui résister. Et pourtant... 10 ans après l'affaire, une amie commune me dit « Tu sais, ta mère est vraiment très très seule, je crois qu'elle aimerait bien te revoir. » Et moi je dis « Pourquoi pas ?» Et je la revois. On ne se voit plus depuis 10 ans. Nous nous revoyons. On se retrouve avec une relation assez curieuse. Enfin bon, je dîne avec elle une fois par semaine. Elle m'invite à la maison de campagne à Dordives, où je me retrouve adulte dormant dans ma petite chambre d'enfant qui n'a pas bougé, qui est restée la même. Et puis un jour, au cours d'un de nos dîners hebdomadaires, elle me dit « Tu sais, il y a quand même quelque chose qui me ferait très très plaisir, tout ça m'ennuie. J'aimerais bien que l'on entame une procédure pour dissoudre l'adoption. Ça me ferait tellement plaisir. » Et moi, bonne patte, je dis « Oui, pourquoi pas, qu'est-ce que ça... Hein ? Bon, après tout, qu'est-ce que ça change ? » Et puis, elle a ce mot terrible. Elle dit « Mais comme bien sûr, bon, je te dédommagerai. Je te donnerai une somme d'argent. » On en revient à l'argent. Je lui ai dit bonsoir ce jour-là et je ne l'ai plus jamais revu. C'était fini. Alors là voilà, dans sa propre légende,
Elle donne une image de sérénité un peu froide, une sorte d'icône byzantine qui correspondait sûrement à l'image qu'elle voulait donner d'elle.